Le journal sur Al24 News, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous. Voici les titres. L'élection présidentielle au Mali prévue au mois de février 2024 sera finalement reportée pour des raisons techniques, annoncent lundi les autorités de transition maliennes. La France contrainte de retirer ses troupes du Niger, ultime camouflet de Paris au Sahel, au moment où les Nigériens célèbrent une nouvelle étape vers la souveraineté. L'élection présidentielle en Égypte aura lieu du 10 au 12 décembre. Le nom du prochain chef d'État devrait être connu le 18 décembre. Joe Biden les avait promis à Zelensky. Les premiers chars américains Abrams arrivent à Kiev. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui en audience le nouveau président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi. Le président Tebboune a présenté sa vision du développement et de la relance du football algérien selon le communiqué de la présidence algérienne. Le président de la République a insisté sur ce point tout en félicitant le nouveau président de la FAF et en l'encourageant à atteindre cet objectif. Au Mali, l'autorité de transition s'attend à un léger retard des élections présidentielles prévues initialement au mois de février pour des raisons techniques, a déclaré lundi Bamako, promettant un nouveau calendrier à une date ultérieure. Le Mali devrait organiser le premier tour le 4 février 2024 et un second tour 2 semaines plus tard. Les dates de l'élection présidentielle initialement prévues pour le dimanche 4 février 2024, le premier tour, et le dimanche 18 février 2024, le second tour, éventuellement, connaîtront un léger report pour des raisons techniques. Notamment, le gouvernement de la transition précise que les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet de communiqués ultérieurement après échange avec l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est donc un mouvement populaire de grande ampleur qui a secoué le Niger depuis le mois de juillet dernier, revendiquant le départ des troupes françaises. Un départ interprété comme un nouvel échec de Paris pour beaucoup d'observateurs. Les détails avec Safouane Baroudi. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Le retrait de Sylvain Été, ambassadeur de France à Niamey, est à présent entériné. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé à la télévision. Le diplomate devrait quitter le pays africain incessamment sous peu. Les quelques 1500 soldats français stationnés au Niger devraient également quitter le pays à la fin de cette année, selon le mandataire français, qui a également annoncé la fin de la coopération sécuritaire et militaire de longue haleine entre la France et le Niger. Après une longue crise entre les deux pays, ponctuée de tensions ponctuelles et marquant le paysage politique, qui a succédé au putsch du 26 juillet dernier. Pour rappel, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au pouvoir à Niamey, a dénoncé les traités de coopération qui liaient le Niger et la France, choisissant d'y mettre un terme, comme il a décidé d'expulser l'ambassadeur français du pays. Le CNSP a également émis une interdiction de survol du territoire aux avions français dimanche dernier. Un mouvement populaire de grande ampleur secoue le pays depuis 2 mois, dénonçant le dispositif néocolonial et revendiquant le retrait des troupes françaises du Niger. Cette séquence entérine ce qui est qualifié par beaucoup d'observateurs comme une défaite stratégique majeure de Paris, qui a dû se retirer du Burkina Faso et du Mali sous la pression populaire et à la demande des autorités de transition. L'effondrement du dispositif du G5 Sahel est désormais une réalité palpable. Toutefois, la présence militaire française en Afrique demeure via un réseau de plusieurs bases implantées dans quelques pays de la région, et notamment au Tchad. Même si un redéploiement hypothétique sera compliqué pour de nombreuses raisons, les opinions publiques relèvent plusieurs griefs en question, notamment l'inefficience de la France dans la lutte contre le fléau terroriste, en nette augmentation, particulièrement dans la zone des 3 frontières, mais également des accusations récurrentes des forces vives de nombreux pays africains autour de la responsabilité de Paris dans la perpétuation du sous-développement endémique au Sahel, région pourtant très riche en ressources naturelles.
Et le régime en place depuis le 27 juillet dernier a pris la décision samedi dernier d'interdire son espace aérien aux avions français qui restent ouverts à tous les vols commerciaux et nationaux et internationaux à l'exception des avions français ou bien des avions affrétés par la France dont ceux de la flotte Air France, précise un communiqué de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. Actualité régionale toujours en Libye, le parquet général a ordonné le placement en détention provisoire de 8 responsables dans le cadre d'une enquête sur la rupture des 2 barrages ayant entraîné les inondations meurtrières de la ville de Derna. C'était le 10 septembre dernier. Les mis en cause sont soupçonnés, entre autres, de mauvaise gestion et de négligence. Direction le Proche-Orient où des centaines de colons ont pris d'assaut ce lundi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Les colons s'y sont introduits sous la protection des forces d'occupation. L'invasion de la mosquée Al-Aqsa par des extrémistes sionistes est devenue récurrente. Les colons y viennent souvent pour profaner l'enceinte de la mosquée et improviser sur place des rituels talmudiques. Nous vous le disions en titre, un scrutin présidentiel est prévu en Égypte du 10 au 12 décembre. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'autorité chargée des élections. Les résultats des élections devraient être annoncés le 23 décembre et en cas de second tour, les résultats définitifs devraient être annoncés au plus tard le 16 janvier, ont indiqué les autorités électorales. L'autorité électorale nationale a l'honneur d'annoncer aujourd'hui l'ouverture des candidatures à un nouveau mandat présidentiel d'une durée de 6 ans, conformément aux mesures et procédures proposées par la décision de l'autorité, en fonction des articles de la Constitution et de la loi qui organisent ce processus et assure sa transparence. Les candidatures sont reçues quotidiennement de 9h à 17h pendant la période du 5 octobre au 14 octobre 2023. La liste préliminaire des candidats et le nombre de personnes ayant soutenu leur candidature pour chaque candidat seront publié dans les journaux Al-Akhbar et Al-Gumhuriya le 16 octobre 2023. L'Iran ne pourra prouver que son programme nucléaire est pacifique que si Téhéran coopère pleinement avec l'organisme de surveillance des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré le chef nouvellement réélu de l'AUA à Vienne, Raphaël Grossi, qui a déclaré à la 67e conférence générale que son organisation avait besoin de garanties crédibles. De son discours de lundi, Grossi a salué la sécurité de l'énergie nucléaire, qu'il a qualifiée de plus sûre que presque toutes les autres sources d'énergie. Seule une coopération totale de l'Iran et des résultats tangibles nous permettront d'obtenir des assurances crédibles que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique. L'énergie nucléaire est plus sûre qu'elle ne l'a jamais été et elle est plus sûre que presque n'importe quelle autre source d'énergie. Cela est dû en grande partie à l'engagement sur le terrain et le rôle de l'AUA. Cette année marque le 65e anniversaire des normes de sécurité de l'agence. Aujourd'hui, elle utilise activement ces normes, son mandat statutaire, ses reconnaissances scientifiques et sa portée mondiale pour contribuer à protéger l'environnement des conséquences d'un accident nucléaire. Et dans le dossier ukrainien, des chars Abrams de fabrication américaine sont arrivés en Ukraine, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce lundi. Le président américain Joe Biden a déclaré la semaine dernière que les premiers chars américains Abrams seraient livrés à l'Ukraine cette semaine. Les États-Unis ont envoyé quelques 113 milliards de dollars d'aide humanitaire et de sécurité pour aider le gouvernement de Zelensky depuis le début de l'opération militaire russe au mois de février 2022. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, ce lundi pour discuter des derniers développements dans la région du Haut-Karabakh que Bakou a repris aux séparatistes arméniens. Erdogan a effectué une visite d'une journée à l'enclave autonome de Nakhichevan en Azerbaïdjan, une bande de territoire azéri nichée entre l'Arménie, l'Iran et la Turquie.
Recep Tayyip Erdogan et Ilham Aliyev ont aussi assisté à une cérémonie de mise en service d'un gazoduc qui acheminera du gaz jusqu'à Nakhichevan, une inauguration d'une installation militaire récemment modernisée dans l'enclave. Il y a 5 jours, nous avons pleinement assuré et restauré notre pleine souveraineté grâce aux mesures antiterroristes adoptées en moins de 24 heures. L'armée arménienne, qui était illégalement installée sur le territoire de l'Azerbaïdjan, s'est rendue. Elle a accepté nos conditions et ainsi, l'Azerbaïdjan a pleinement assuré la souveraineté de son propre gouvernement. Les habitants de la région du Karabakh sont des citoyens azerbaïdjanais, quelle que soit leur nationalité. Leur sûreté, leur sécurité et leur bien-être seront assurés par l'État azerbaïdjanais. De nouvelles fenêtres d'opportunité pour une normalisation globale dans la région ont été ouvertes avec la dernière victoire. Je pense que cette opportunité doit être utilisée. Nous espérons que l'Arménie prendra la main de la paix qui lui a été tendue et prendra des mesures sincères maintenant. De leur côté, des hauts responsables américains de l'administration Biden sont arrivés ce lundi en Arménie. La visite de la chef de l'Agence américaine pour le développement international, Samantha Power, et du secrétaire adjoint par intérim du département d'État américain pour l'Europe et les affaires eurasiennes, Yuri Kim, est la première de hauts responsables américains en Arménie depuis l'instauration d'un cessez-le-feu la semaine dernière. La délégation est venue affirmer le soutien des États-Unis à la démocratie, selon une déclaration de l'un des responsables américains. La Russie a pour sa part aussi réagi suite à l'éclatement de ce conflit en Haut-Karabakh, déclarant qu'elle considérait l'Arménie comme son allié et reste en contact avec ses dirigeants, mais rejette les tentatives de Erevan de rejeter la responsabilité de la situation au Haut-Karabakh sur Moscou. La Russie annonce qu'elle verra à ce que les droits des Arméniens de souche au Haut-Karabakh soient respectés. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec une tentative visant à imputer la responsabilité à la Russie, en particulier aux soldats de la paix russe, qui font preuve d'un véritable héroïsme dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de leur mandat. Personne ne peut reprocher aux soldats de la paix d'avoir fait quelque chose de mal. Nous ne serons jamais d'accord avec une telle reproche. L'Arménie reste notre allié. Le Kremlin s'est dit scandalisé par les mots prononcés du président de la Chambre des communes du Canada qui avait fait l'éloge d'un individu lors d'une réunion parlementaire. Il s'agit de Yaroslav Hunka qui, selon le Kremlin, avait servi dans une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre de la 14e division, qui a reçu une ovation de la part des parlementaires lors d'une visite au Canada du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une telle attitude négligente envers la mémoire doit être préservée par rapport aux nazis, quel que soit leur âge. Il n'y a pas de prescription pour ces crimes. Une telle négligence dans cette mémoire est bien sûr scandaleuse. Nous savons que de nombreux pays occidentaux, dont le Canada, ont élevé une jeune génération qui ne sait pas qui a combattu, qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ne sait rien de la menace du fascisme. Nous voyons maintenant comment elle essaie de trouver ses marques au centre de l'Europe, en Ukraine. C'est contre cela que nous luttons de manière irréconciliable. Direction la Chine, Pékin continue d'offrir à toutes les entreprises de tous les pays la possibilité d'opérer légalement sur le territoire dans un environnement commercial orienté vers le marché légalisé et mondialisé. C'est ce qu'a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères ce lundi 25 septembre. Porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois répondait à une question concernant le commentaire du vice-président exécutif de la Commission européenne, Vladis Dombrovskis, sur l'absence des règles du jeu équitable dans l'environnement commercial chinois.
La Chine adhère systématiquement au principe de l'état de droit et protège les droits et intérêts légitimes des individus et des organisations conformément à la loi. Nous continuerons à fournir un environnement commercial orienté vers le marché légalisé et mondialisé pour que les entreprises de divers pays puissent opérer légalement en Chine. La Chine n'est pas une source de risque, mais en fait une force constante dans la prévention et la résolution des risques. Et selon le porte-parole, la Chine affirme avoir pris les mesures nécessaires pour chasser un navire philippin en mer de Chine méridionale. Le 22 septembre, un bateau de pêche philippin est entré dans les eaux de près de Pyongyang sans l'autorisation de la Chine et a tenté de s'enfoncer dans le lagon de l'île. Les navires des gardes-côtes chinois ont pris les mesures nécessaires conformément à la loi pour intercepter et expulser le navire philippin et l'opération a été menée avec professionnalisme et retenue. Les pays occidentaux poursuivent ouvertement l'unilatéralisme et l'hégémonie contre les peuples du monde. Déclaration faite samedi par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Iván Gil, lors du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a également appelé à des actions concrètes de la part des États membres de l'ONU pour aider Cuba, déchiré par des sanctions unilatérales, et le peuple palestinien qui lutte pour son indépendance. Combien de résolutions supplémentaires l'Assemblée générale adoptera-t-elle pour mettre fin une fois pour toutes au blocus criminel contre notre pays frère Cuba? Combien de résolutions juridiquement contraignantes l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité lui-même adopteront-ils avant que la Palestine ne soit véritablement respectée en tant qu'État indépendant? Sport à présent, plus de 500 nageurs ont participé dimanche à la traversée à la nage de Dakar à Gorée. Une préparation pour les jeunes qui voudraient participer aux Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront au Sénégal en 2026. Une traversée à faire une fois dans la vie pour les amoureux de la nage dans les eaux libres. Faisal Saleh. Ces images nous viennent du Sénégal. Ce magnifique paysage fait partie du décor naturel de la plage de la Voile d'Or. Le sable et la mer forment un lieu paradisiaque, de quoi inciter à organiser l'un des événements phares du pays. La course de natation Dakar-Gorée. Entre passion et joie de chacun son rêve, dans cet événement qui regroupe les amateurs et les professionnels de 11 ans à 65 ans. Un événement qui est devenu une tradition sénégalaise depuis sa création en 1985. La 34e édition de Traversée en eau libre Dakar-Gorée était attendue cette année. Le 25 septembre, plus de 500 nageurs de différents pays se sont rassemblés afin de prendre part à la compétition. Pour cet événement populaire incontournable, les organisateurs ont opté pour 2 catégories de courses. La course A, réservée à l'élite, qui s'étend sur 5200 mètres, et une course B dédiée aux amateurs sur une distance de 4500 mètres. Pour la Fédération sénégalaise de natation, la traversée Dakar-Gorée serait un bon test pour les jeunes nageurs qui se préparent pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront au Sénégal en 2026. C'est un engouement et un challenge pour tout un chacun pour cette traversée Dakar-Gorée. Et puis pour les jeunes qui envisagent de préparer les JOJ, effectivement, c'est un bon plateau de participation parce que c'est des jeunes de cet âge qui peuvent participer à cette traversée Dakar-Gorée, comme aussi pour les nageurs aguerris, seniors, qui participent à des compétitions internationales. Comme toujours, plus de 5000 spectateurs ont acclamé les vainqueurs de la compétition à leur arrivée sur l'île de Gorée, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Le maire de Gorée n'est autre que le président de la Fédération sénégalaise du football, Augustin Senghor. Ce dernier a décerné les trophées aux vainqueurs. La traversée Dakar-Gorée n'est pas qu'un simple événement ou une simple compétition, mais une expérience inoubliable où chaque participant aura de quoi raconter à l'avenir. La traversée Dakar-Gorée, la traversée à faire pour les amoureux de nage en eau libre. Et c'est avec cette traversée qu'on se quitte. Excellente soirée à tous.